me fait particulièrement plaisir. Donc, nous nous adressons aux pêcheurs, bien sûr, mais aussi à ceux qui ne sont pas pêcheurs, qui habitent près du Gave, en essayant de les motiver pour nous aider et pour s'aider eux-mêmes, parce que le saumon, nous le verrons, peut être un argument économique allié à un argument écologique. Les deux doivent être liés. On peut penser que sur une rivière qui serait à l'étranger dans une zone désertique, moins il y a d'hommes qui interviennent, mieux c'est. Mais ici, comme beaucoup d'hommes utilisent l'eau, sont des usagers de l'eau avec des effets néfastes, il faut, pour contrebalancer ça, une intervention humaine pour protéger l'eau et les poissons, à mon avis. Donc, ce n'est pas les mêmes situations partout autour du monde. La pêche du saumon entraîne de réelles ressources touristiques. Elle fait appel ce sont des personnes relativement aisées, en tout cas qui n'hésitent pas à la dépense, qui viennent louer des hébergements, qui peuvent qui peuvent venir enrichir les restaurants, toute une activité, avec tout ce qu'il y a autour, et même habiter et avoir une influence sur le cours sur le prix des bâtiments, des maisons. Donc ce lien entre écologie et économie, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, et il passe par la pêche. Comme disait Simone, j'ai assisté à la déclaration des Gaves depuis les années 50, avec un peu de peine, et je n'ai pas pu faire grand-chose pour m'y opposer. En 2000, j'ai créé une association qui s'appelait Saumon des Gaves, parce que je redoutais que nous suivions l'exemple de l'Allier, où la pêche a été fermée en 1995. Elle devait réouvrir, mais près de 30 ans après, elle n'a toujours pas réouvert. Et la situation des saumons n'est pas meilleure. Elle ne s'est pas améliorée, malgré les dépenses qui ont été effectuées et l'interdiction de la pêche. Donc la solution n'est pas là. Je ne suis pas un spécialiste de quoi que ce soit, je n'ai pas déposé de thèse ni écrit de livre. Pour la conférence, j'ai utilisé le livre de Jean-Claude Boucher, qui est un professeur d'histoire et de géographie, qui s'appelle « Histoire de la pêche au saumon dans l'Adour, les Gaves et la Villançois ». J'ai utilisé également quelques photos et vidéos de Fabrice Bergouès, qui est un pêcheur émérite. J'ai pris également quelques documents sur le site du Centre culturel du Pays d'Orthe, qui a son siège à Sorbe, qui est très intéressant. J'ai pris des photos à Philippe Garcia de l'association de défense des villages marins, une photo exactement. Je remercie également François Tran pour sa précieuse assistance technique sur le diaporama. Je salue également les correspondants de la presse locale qui ont annoncé la conférence. Donc ce saumon sauvage est devenu rare autour du monde, ce qui fait de sa présence dans nos vallées un authentique trésor. Hélas, il est trop souvent ignoré par les habitants eux-mêmes. Pourtant, sa beauté, son prestige, sa valeur financière, les émotions qu'il procure, ça lui vaut le nom de roi des poissons. Comme nous le verrons, il est aussi le poisson des rois. Il est pour nous une sorte de totem. Il est important pour la défense à la biodiversité des rivières, il entraîne les autres migrateurs dans son sillage. Je vais faire défiler tout. Alors, on voit ici, sur cette carte, en vert, les endroits où on pêche le saumon, en rouge, les endroits où sa pêche est interdite. Ce sont des zones de frayères qui sont là, ou des zones impactées par les barrages, parfois. Et vous voyez en noir l'Adour, sur lequel les saumons ne remontent pas. Les saumons, ici au bec du Gave, au bec du Gave, ils prennent la direction des Gaves réunis et ensuite ils se divisent.
c'est le Gave-de-Laurent qui a maintenu la population essentielle des saumons de notre région. Le Gave de Pau, la population de saumon y avait été anéantie à cause des barrages. On verra tout à l'heure le rôle néfaste des barrages. Il y a aussi quelques saumons sur la Nive qui seraient réhabilités. Voilà pour les saumons des Pyrénées. Je laisse de côté la Nivelle et la Villassoa ici, qui sont des petits fleuves côtiers qui ne sont pas du bassin de la Dour. Nous allons voir un peu plus loin, voilà, les poissons migrateurs qui devraient être dans la Dour. Donc le saumon, qui est l'essentiel, la truite de mer, essentielle également, la lauze. L'esturgeon a disparu chez nous. Le mulet, les perlans, c'est des petits migrateurs qui sont plutôt dans la région côtière. Ils ne remontent pas très loin. Bon, ils sont là, c'est un peu... La lamproie, l'anguille. Alors, la plupart de ces poissons viennent dans les rivières pour se reproduire. L'anguille, elle, se reproduit en mer et vient dans la rivière grandir. Elle repart en mer pour se reproduire. Là, les saumons du Pacifique et le saumon de l'Atlantique en haut. On n'est pas trop vert, mais c'est quand même le plus beau, ou l'un des plus beaux. Hein. Alors, le plan de la conférence. Nous allons nous occuper d'abord du cycle de vie du saumon. Ensuite, de la répartition géographique et de ses migrations. Les menaces sur l'espèce, une histoire du saumon en 64, la pêche sportive, sa naissance et son développement, et enfin la pêche estuarienne au filet. Le cycle de vie. On voit ici un couple de saumons qui frais. Nous sommes environ à Noël, ça se passe l'hiver. Noël, jour de l'an, c'est toujours à cette saison-là. La femelle a creusé un trou dans le gravier, et au moment où elle va y déposer les œufs, le saumon mâle va intervenir et éjecter sa détence pour fertiliser les œufs. Les œufs restent dans le gravier environ pendant 2 mois, un peu plus de 2 mois parfois, ça dépend de la température de l'eau. Ils éclosent au bout de 450 degrés, pour y revenir, c'est-à-dire si la température était à 10 degrés, ça durerait 45 jours. Mais à 10 degrés, c'est déjà trop chaud, hein. Il faut que ce soit plus faible. Ici, les œufs qui ont été fécondés, les yeux apparaissent, nous verrons un peu plus loin. Un alvéen qui a encore le sac vitellin, le reste de son œuf. Les premiers jours, les premières semaines, il se nourrit grâce à ce sac vitellin. Il devient un tacon ou un toucan, ou on dit toucan plutôt. Au moment de partir en mer, au bout d'1 an ou de 2 ans, nombreux sont qui deviennent des smolts au bout d'1 an chez nous. Ils prennent une couleur argentée, leur peau s'adapte à l'océan, elle devient salée, et les branchies s'adaptent aussi à la respiration dans l'océan. Le passage de l'eau douce à l'eau salée, c'est un phénomène qui n'est pas évident. La transformation du poisson est considérable. Et elle se fait en rivière avant d'entrer dans l'océan. Et là, nous sommes dans la migration océanique. Cette migration peut durer 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans en général. Plus le saumon reste en océan, plus il grandit, plus il grossit. Et puis il revient, en général, dans la rivière où il est né, il la recherche, dans 90% des cas au moins. Il y en a quelques-uns qui divaguent, qui sont susceptibles d'entrer dans d'autres rivières.
mais la plupart cherchent à revenir à tout prix dans la rivière où ils sont nés, et même à l'endroit où ils sont nés. Alors, l'hiver, si vous circulez au bord du Gave, vous pourrez voir des zones où les graviers sont clairs. C'est qu'ils ont été nettoyés par les femelles. Alors, ça peut être détruit aussi. Hein, des femelles de saumon qui ont creusé leur trou pour y déposer les œufs. Voilà, des œufs dans les graviers. On imagine que beaucoup se perdent à ce moment-là. Hein. Et ici, vous avez les points noirs, ce sont les yeux des poissons en formation dans l'œuf. L'œuf est translucide, on peut voir à travers la coquille. Voici les différents stades de l'œuf. L'œuf qui a été fécondé, l'œuf œillé, le poisson proche de l'éclosion, il rompt sa coquille, mais il garde la vésicule pour se nourrir pendant les premiers jours de sa vie. Les premières semaines. Alors on peut confondre assez aisément le tacon, le toucan et la truitelle. Alors les traits qui les distinguent, c'est l'aplomb de la mâchoire ici, qui n'est pas le même. Il est en avant pour le toucan et en arrière pour la truitelle. La nageoire ici qui est colorée, la nageoire adipeuse. Chez le toucan, elle n'est pas colorée, en rouge. Et la forme de la queue également. Bon. On peut se tromper hein, quand même quand on voit ça. Il faut être très attentif quand on pêche les truites au bord du Gave. Mais ce qui peut sauver quand même la chose, c'est que les truites, il faut les prendre à une certaine taille que les toucans n'ont pas encore atteinte. D'autre part, comme les toucans descendent au bout d'un an, de passer dans la rivière, la plupart descendent au bout d'un an. Ils ne sont pas très grands, hein, ils n'ont pas atteint la taille d'une truite intéressante. Alors voilà la transformation du toucan ici en smolt. Vous voyez que le poisson est très différent. La livrée prend couleur d'argent. Donc la transformation des branchies, la transformation de la peau. Là, il y a quelques indices sur le poids atteint par les saumons ou d'un an de rivière, d'un an de mer, d'océan, 2 ans, 3 ans. Et les plus grands saumons, ce sont ceux qui ont passé 3 ans en rivière. Certains saumons des Gaves ont atteint jusqu'à 18 ou 20 kilos, c'est qu'ils faisaient probablement plusieurs migrations en mer. Les saumons atlantiques peuvent, surtout sur des rivières courtes comme les nôtres, repartir en mer et refaire une migration. Les saumons du Pacifique meurent tous après la fraie. Ici, le saumon en haut, c'est le saumon quand il vient de revenir de l'océan. Il a une livrée claire, bleutée ou argentée, très très claire. Le poisson est bien gras en général. Et puis, comme il monte au printemps, parfois l'été, il passe son temps en rivière, il change de couleur, il s'amaigrit, il perd 1/3 ou plus de son poids. Il vit sur ses réserves de graisse. Le saumon est censé ne mange pas en rivière. Son appétit se trouve coupé. Alors parfois, il grignote quand même un verre ou une crevette qu'on lui présente. Les pêcheurs le savent bien. Mais on n'a pas trouvé grand-chose, on n'a rien trouvé dans l'estomac d'un saumon. En tout cas pour ma part, je n'ai jamais trouvé aucune trace des aliments. Bon, ça rend le poisson difficile à prendre, puisqu'il est sans appétit dans la rivière. C'est quand même heureux, la nature est bien faite, parce qu'à l'époque où il y avait beaucoup de saumon dans la rivière, ils auraient tout mangé. Peut-être même les vaches qui passaient au bord de la rivière,
Ils n'auraient pas pu trouver assez de condensé dans la rivière. Le mâle a tendance à devenir plutôt rouge, la femelle prend une teinte ardoise. Alors au retour, il a fallu que les branchies se réadaptent à l'eau douce. C'est vraiment, ce sont des poissons assez phénoménaux pour ça. Alors, ils cherchent à tout prix à revenir vers la frayère la plupart du temps, même si, je l'ai dit, quelques-uns divaguent de temps en temps. Le bécard, c'est le saumon mâle. Alors il a le bec qui se forme comme ça, qui est tout assez menaçant. Nous verrons tout à l'heure comment il défend sa frayère parfois. Voilà la femelle qui creuse son gravier, et les œufs qui sont déposés, le couple saumon. Alors nous allons voir maintenant une vidéo. C'est Fabrice Vergouest qui a filmé ça sur le Louvios, je crois, un affluent du Gave d'Aspe. C'est un pêcheur passionné, il n'est pas que pêcheur, il s'intéresse à la vie du poisson. Et vous allez voir la scène. La femelle qui creuse. Le mâle à côté, qui est plus petit d'ailleurs, qui attend. Et il y a un autre mâle ici sur le coin qui est témoin. Mais il porte une tient la chandelle. Et voilà la réponse des œufs et l'orgasme du mâle. Et alors autour, vous voyez maintenant le mâle qui chasse les petits poissons. Ces petits poissons sont des toucans. Ce sont des toucans, et bizarrement, ces toucans, d'un an ou 2 ans parfois, sont aptes à la reproduction. Je vous l'expliquerai un peu plus loin. Voyez? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ne veulent pas bouffer les œufs. Comment? Ils ne veulent pas bouffer les œufs. Ils manquent les œufs. Ils sont venus là. Ils sont venus assister à l'événement. Hein. C'est peut-être leur séquence d'éducation sexuelle. Le témoin du mariage. Puisqu'après, on ne sait pas comment se fait l'éducation des poissons, sinon. Hein. Voilà. Il manque le son, là, je crois, François. J'essaye de le trouver. Tu essaies de le trouver? Vous parlez de tocan, pendant 2 ans, ils peuvent rester tocan dans la rivière. Oui. Je suis à combien le maximum, c'est combien? Ici, pour nous, c'est 1 an, 2 ans. Mais dans les rivières froides du nord de l'Europe, ça peut être beaucoup plus longtemps. Ça peut être pendant 5-6 ans en plus, par exemple. Tout dépend de la nourriture que contient la rivière et de la vitesse de développement. Nous avons des poissons qui se développent rapidement parce que nous sommes dans des régions plus tempérées et plus riches en nourriture. Le son, c'est quand vous aurez payé votre participation. Non, le son a disparu. Il faut payer en ce moment. C'est dommage parce qu'on entendait les graviers qui bougeaient au moment où on imagine. La femelle creuse. L'explication est bonne. Bien. On continue. Là, après la fraie, donc, il y a souvent la portion de ces poissons qui meurent. Vous avez vu qu'ils sont atteints de mycoses souvent suite à des blessures, des champignons qui les dévorent. Donc, certains meurent, mais certains récupèrent, deviennent argentés de nouveau, quoique très maigres. Ils reprennent l'appétit en rivière, hein, d'ailleurs ils mangent en rivière, et ils repartent rapidement dans l'océan. Et l'eau de l'océan peut avoir des vertus curatives pour leur maladie. C'est pour ça que d'être sur des rivières courtes comme les nôtres, c'est peut-être une bonne chose pour l'espèce. Voilà les zones de frayères ici, les frayères qui subsistent. Alors, nous avons sur la Nive, en plein Saint-Jean-Pied-le-Port, j'ai observé des frayères, mais il y a 3 ou 4 ans que je n'en observe plus. Suite à des eaux trop fortes, mais aussi parce que les poissons ne reviennent plus ou moins nombreux. Ici, c'est le Saison, du côté de l'Arro. Ici, le Gave d'Aspe, le Lourdios. Le Gave d'Osso, la forêt du Berger.
c'est la zone la plus riche en tocan, la plus déterminante pour les saumons, pour nos saumons. 70 à 80% de tous les saumons naissent là, paraît-il. Donc il y a un soin particulier à prendre sur la forêt du Barret, qui est menacée par les projets de carrière. Et ici, c'est la région de Nain sur le Gave de Pau. Le Gave de Pau qu'on cherche à réhabiliter pour les migrations de saumon en ouvrant les barrages. Il y avait à l'entrée ici à Batch déjà un barrage infranchissable. Et il y en avait d'autres tout le long du parcours. Il y a des efforts d'alléginage pour rétablir la population sur le Gave de Pau, la population de saumon, qui a l'air de pas trop mal marcher. À suivre. En aval de Laurent, il n'y en a plus? Alors, très excellente question. Je crois qu'ils ont dit, je n'en ai plus observé personnellement. Quand je pêche à la mouche le saumon, et parfois, au mois de juin, je prenais des tocans volontairement dans la zone d'Onienne, Navarrenx. Mais depuis à peu près l'an 2000, je n'ai plus attrapé un seul tocan dans cette zone. J'ai mon idée sur la question. Je crois qu'en 2000, il y a des stations d'épuration qui ont débordé en Oloron. Vous savez qu'on parlera des stations d'épuration un peu plus loin. Le mélange des eaux pluviales et des eaux usées, lors de certains orages ou de pluies abondantes, peut faire déborder les stations d'épuration. Et elle projette dans les rivières à ce moment-là un magma épouvantable qui colmate les frayères, non seulement des saumons, mais des lamproies et des autres poissons. Les lamproies, c'est autre chose, elle le fait en juillet en fait. Les aloses aussi, plutôt en juillet, en juillet. On reparlera de ça, c'est quelque chose d'important. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, avait un bac entre Abiquin et Athos ici, qui était très utilisé par les gens de Sauveterre très longtemps. Sur Sauveterre, on n'était pas capable de faire un pont qui résista aux crues, jusqu'en 1850 environ. Bon, et donc le bac, mon grand-père a eu ce bac vers 1900, et mon père me disait que l'hiver, il naviguait au-dessus de frayères à saumon, donc à la Guardie, au passage à Athos. Il y avait des frayères à saumon tout le long des gares. Alors, beaucoup ont été détruites non seulement par la pollution, mais aussi par les gravières. Il y a eu beaucoup de gravières faites ici dans les années 70 et 80, dans cette zone-là, qui ont d'autres conséquences d'ailleurs sur le cours des rivières. Les conséquences, on pourra en parler tout à l'heure, peut-être pendant le débat. Je suis obligé d'aller un peu vite, parce qu'on va y passer pendant le temps. Sur le saison, je sais qu'il y avait des frayères ici, du côté de Saint-Glady, donc près du confluent entre cette saison avec le Gave de Laurent. Elles ont disparu également. Maintenant, il faut remonter jusqu'à la route. Donc, effectivement, les frayères ont reculé. Et on cherche à préserver cela. Si on pouvait leur faire retrouver certaines des zones ici, ce serait intéressant au plan écologique. Alors ça ne correspond pas vraiment à notre rivière, c'est une statistique. Une femelle de 5 kg peut pondre environ 8000 œufs. Tout ça, c'est pour assurer une reproduction au retour de 3 à 4 saumons. On montre ici une pêche sportive qui capturerait la moitié des saumons qui reviennent. Donc, sur le Gave, la suite des règlements du profil du Gave, des zones protégées, les statistiques montrent qu'on est environ entre 13 et 15% de capture par an, c'est-à-dire on prend un saumon sur 7 environ. Ici, nous sommes à Osserien, à l'époque où M. de Loustal travaillait sur une reproduction artificielle des saumons. Il avait l'autorisation de recueillir les saumons qui mouraient sans avoir pu frayer le long des rives. Vous avez ici la femelle, dont il extrait les œufs en appuyant sur son ventre. C'était des poissons moribonds.
ils seraient morts sans avoir pu se reproduire. Donc, ils mettaient les œufs se retrouvaient dans la racine, le mâle, dont on extrayait la laitance. Le problème, souvent, c'était d'avoir des mâles. Et c'est pour ça qu'il a utilisé, avec succès, des tocans pour cette opération. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les tocans sont susceptibles de participer à la reproduction. Et ils peuvent déjà être matures pour le faire. Avec une plume, on mélangeait tout ça, on touillait soigneusement pour que la fertilisation se fasse comme il faut. Et on les déposait dans des bassins. Voilà. Alors, ça, c'était une forme de levinage. Il y en a d'autres, il y a plusieurs formes de levinage. On ne rentrera pas dans la technique, sauf s'il y a des questions. Mais il y a différentes formes de levinage, plus ou moins efficaces, plus ou moins respectueuses du caractère sauvage du poisson. C'est important pour ce qui est du suivi génétique. Et il y a des questions, il y a plus de questions que de réponses sur la feuille. On passe à la répartition géographique de l'espèce. On parle du saumon atlantique, toujours. Alors d'abord, dans l'histoire, vous avez ici les rivières en France qui contenaient des saumons. Les nôtres, les Gaves, la Nive, la Garonne avec tous les affluents de la rive droite, en provenance des Pyrénées comme l'Ariège ou du Massif central, le Tarn, le Lot, la Dordogne, la Loire avec tous les affluents de la rive gauche à ce moment-là, même chose, en provenance du Massif central, qu'on appelle parfois le château d'eau de la France. Les petits fleuves côtiers, petits entre guillemets, bretons et normands, et du nord. La Meuse et la Moselle. Le Rhin aussi, avec les saumons ici. Et même la Seine, la zone de reproduction sur la Seine, c'était la rivière Cure. C'est un sous-affluent. La Cure passe par Lyon ensuite avant de rejoindre la Seine. Nous sommes là il y a environ 200 ans, 300 ans en arrière. Donc la France était un pays très riche en saumon et en notre poisson migratoire. Il y a un peu plus de 100 ans, voici ce qui restait. Les saumons ont été éliminés souvent par des barrages infranchissables à ce moment-là. Et voici ce qui restait à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire à notre époque. Ici, on ne montre plus que le Gave d'Oloron et la Nive. Ici, c'est l'Allier, dont on parlait tout à l'heure, où la pêche est fermée depuis une trentaine d'années. Donc, la Loire. Quelques rivières bretonnes et normandes. Il y a quelques efforts pour repeupler le Rhin, la Meurthe, la Moselle, d'autres rivières. Mais c'est compliqué. La Dordogne aussi. Mais les succès ne sont pas si évidents. Quand le poisson a disparu de ces endroits, c'est compliqué de le faire revenir. Pourtant, des efforts sont faits, y compris financiers. Ainsi, les pays où il y a des aires de répartition, le saumon atlantique. Vous avez ici le Canada, la côte nord-est des États-Unis, tous les pays du Nord, Groenland, l'Islande, les pays du nord de l'Europe, jusqu'à la frontière du Portugal, ici, entre le Portugal et l'Espagne. C'est la frontière sud. Plus au sud, on ne voit pas de saumon. On n'a jamais vu. Il ne rentre pas non plus dans la Méditerranée, bien sûr. Nous sommes ici à peu près au 45e parallèle, c'est-à-dire c'est à mi-distance entre le pôle nord et l'équateur. C'est la limite sud du saumon. Là, c'est le nombre de cours d'eau ayant déjà abrité les saumons dans des pays, dans les différents pays. Alors, les menaces sur l'espèce, on a parlé déjà des gravières, on a parlé des stations d'épuration, l'empoisonnement, l'agriculture, les pêches excessives. Bien. Presque toutes ces menaces sont produites par notre civilisation moderne, ce qui explique la disparition des saumons en France. Plus une chose est rare, plus elle a de valeur normalement. C'est pour ça que
le saumon du Gave est vraiment un trésor, puisqu'il est devenu très rare. Les rivières à saumon sont devenues très rares. De plus, c'est une rivière apte à la pêche sportive, c'est-à-dire à la pêche qui demande un effort physique plus développé que par exemple en Bretagne ou en Normandie ou dans bien d'autres rivières de ce genre qui sont plus tranquilles. Alors, la migration des saumons dans l'Atlantique Nord. Ils vont, les aires de nourrissage sont repérées ici. C'est le détroit de Lewis entre le Groenland et le Labrador, et les îles Féroé, entre l'Islande et la Norvège et l'Écosse, là. Ce sont des endroits où viennent des courants froids. Les courants froids dans le monde, dans l'océan, ce sont ce qui apporte le plus de nourriture. C'est la même chose, par exemple, dans le Pacifique Sud, au long des côtes du Chili, avec le courant Humboldt. Ce sont des courants froids qui sont les plus riches en nourriture. Donc les saumons vont plutôt là. Les petits saumons qui n'ont qu'un an d'océan, peut-être qu'ils ne vont pas aussi loin. C'est une question à se poser. Nous naviguent peut-être pas en ligne droite non plus. Hein. Ils peuvent peut-être circuler dans l'océan, là, à l'aller ou au retour. Ça, je ne sais pas. Alors ces aires de nourrissage ont donné lieu à des pêches excessives dès les années 60, parce qu'elles ont été découvertes à ce moment-là. Et au même moment ont été inventés les filets en nylon, invisibles et beaucoup plus légers. Ce qui explique ce genre de pêche dans ce secteur. Vous voyez ici un pêcheur qui a bien rempli son bateau de saumon, en pêchant dans ces zones-là. Dans les pays du nord de l'Europe, les rivières sont privées et sont louées par les propriétaires aux pêcheurs, parfois à des prix très élevés. Donc, ces propriétaires se sont rassemblés pour créer une association afin d'intervenir sur ces zones où les saumons se regroupaient pour s'engraisser, afin de les préserver. Et ils ont négocié avec les pêcheurs ici une pêche diminuée, ralentie si vous voulez, pour sauvegarder l'espèce. Ça fait 20 ans qu'ils ont fait ça et ils ont de nouveau signé une entente de 12 ans avec ces pêcheurs du Groenland et des îles Féroé. Évidemment, ça se fait contre indemnisation. Voilà les barrages à franchir par des échelles à saumon, plus ou moins efficaces. Comme un pêcheur, comme un membre de l'association, on est souvent en but des difficultés de franchissement. Et nous intervenons pour favoriser, pour surveiller, pour essayer d'améliorer les choses. C'est pas toujours facile. C'est encore une source de petits conflits. Ici, nous sommes dans la région d'Arudi, à Castet, un ascenseur pour faire monter les saumons. Au moment de la migration, vous avez ici un bac où les saumons doivent attrer, et puis l'ascenseur est actionné toutes les heures ou toutes les 2 heures. On le monte, on ouvre le bac pour que les saumons continuent leur route ici. Il y a un dispositif de ce genre à Batch, sur l'heure de repos. Et bon, ça c'est bien pour faire monter les saumons. Ensuite, il y a un problème à la descente des tocans. Je ne connais pas comment ça se fait techniquement. Je ne sais pas. Il doit y avoir des mesures prises, je ne sais pas lesquelles. Une dévalaison. Il y a Une dévalaison. Il y a une Mais dévalaison. on ne compte pas l'ascenseur pour les temps. Non, non. La dévalaison est organisée. Ça marche pas dans ce sens. La dévalaison est organisée. Oui, oui. Oui, bon. Très bien. Je m'en doute. Ils y ont pensé. Quand même. Mais je ne connais pas le dispositif. Je ne suis pas allé visiter. Alors, les différentes rivières impactées par les barrages, et puis le prélèvement des graviers par les
saumons en difficulté pour passer un barrage. C'était vraiment qui est survenu à la suite d'une inondation. C'est les saumons et les truites de mer qui cherchent à passer malgré tout sans pouvoir y aller. Là aussi, il a fallu l'intervention des pêcheurs pour réussir à faire passer les poissons près de l'île. Il a fallu un article de presse d'ailleurs pour aboutir. D'ailleurs, les poissons qui ont cherché à lutter contre la... Mais ils doivent s'épuiser terrible. Comment? Ils doivent s'épuiser terrible. Oui, ils peuvent se blesser. Quand je les ai vus à Navarre se fracasser contre par la Nouvelle-Atlantique, à la nouvelle centrale de Navarre, à Sud. Ils essayaient de monter comme ça dans le conduite et ils se fracassaient sur le... Au niveau du déversoir. Nous sommes... ce jour-là qui prenait des... Et à François, nous bataillons, nous discutons avec l'usinier. Il y a là Bernard Lafitte, qui est l'un des principaux adhérents de notre association, qui s'occupe de la question. Et c'est difficile. Il semble qu'au barrage de Batch à Castetard, il y ait une caméra qui soit capable de faire le comptage des poissons. Oui, et c'était le cas également à Marseille, à Navarre, et sur le saison aussi à Farid. À Castet aussi, il y a une Et les résultats sont enregistrés et on sait s'ils vont dans le bon sens ou pas. Oui, l'association Migrando, qui gère Antipien. Il faut savoir qu'il y a 2 nouvelles caméras sur l'acte de l'eau. Il vient d'être installé sur le terrain. Qu'est-ce que vous entendez par intervention des pêcheurs pour les faire passer? C'est une pression qui est faite sur les propriétaires des barrages ou sur l'administration parfois. Dans ce cas-là, Si rien n'est dit, rien n'est fait. c'est une intervention. C'est aussi simple que ça. Oui. Les devoirs des usiniers, ils ne les respectent pas. Ils ont des droits, ils ont des devoirs. Ils s'en occupent pas. Dans ces cas-là, il n'y avait pas d'eau dans les... La crue avait apporté des graviers qui avaient bouché l'échelle. Ah oui, et l'intervention, c'est de déboucher ces échelles. Alors il fallait arrêter, on ne peut pas assister directement à l'opération, hein, mais il fallait arrêter la production de courant pendant quelques instants pour permettre aux poissons de passer. La même chose s'est produite à Navarre, à Marseille l'année dernière. L'exploitation a été arrêtée pendant une journée. 250 poissons, je crois, sont passés un peu de temps, saumon, tout de mer. Donc, il faut s'entendre avec les usiniers, parfois avec l'administration, tout ça, ça ne marche pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire, parfois. Et à Navarre, nous avons un problème depuis à peu près 3 ans. Il y a une goulotte qui projette de l'eau et qui attire les poissons qui sautent, qui s'épuisent. Au lieu d'emprunter l'échelle. La solution paraît évidente, il suffirait que l'eau de la goulotte tombe dans l'échelle pour que les poissons prennent l'échelle, mais c'est compliqué d'arriver à l'obtenir. Les stations d'épuration. Alors, les stations d'épuration, je les ai vues venir au bord du Gard. C'était pas de très bon oeil, mais bon. Elles ne peuvent pas traiter tous les produits, à moins de mettre des fortunes en jeu. Tous les produits chimiques, pharmaceutiques, etc., dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, ne peuvent pas être traités par les stations d'épuration, sauf des investissements considérables. Peut-être que les mêmes qui investissent dans les produits chimiques pourraient investir également dans les stations d'épuration. Mais ce n'est pas une solution parfaite, mais c'est quand même mieux
il faut bien épurer les eaux usées. Le défaut essentiel, c'est quand, comme je l'ai dit, elles débordent. Elles font déborder les boues qui sont stockées là, à la suite d'eau rare ou de pluie trop abondante, parce qu'il est compliqué dans les villes, il y a longtemps, de séparer le réseau d'eau pluviale du réseau d'eau usée. J'ai vu qu'à Navarrete, il y a encore des travaux prévus actuellement pour résoudre cette question dans une partie de Navarrete. Mais je ne sais pas si dans les autres villes, à Sauveterre aussi, les efforts ont été faits dans ce sens. À Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est en cours. On a des rues défoncées actuellement, parmi lesquelles la mienne. À Orthez aussi. Toutes ces vieilles villes ont ce genre de questions à résoudre. Ça aussi, c'est onéreux. Du coup, la France est en retard pour l'entretien des rivières au niveau européen. D'ailleurs, elle est condamnée à l'occasion. On dit que à peu près 90% des eaux de rivière en France, des eaux de surface, sont en mauvais état. Pour des raisons diverses et variées. Situation d'épuration. Et on va faire un petit peu d'histoire du saumon dans le département. Alors, on parlait du roi des poissons, du poisson des rois. Un livre écrit par Jean-Claude Boucher. On voit quelques références historiques des rois. Il faut savoir que les saumons de la Roue, les saumons de la Roue, les saumons de Longueur, étaient exportés principalement en Espagne. Ça s'explique, puisque les fleuves français contenaient presque tous des saumons. Les gens de Paris, de Toulouse, de Nantes, de Bordeaux, avaient besoin de saumon pyrénéen. Mais il y avait un débouché vers Madrid. On a même trouvé une trace de saumon jusqu'à Séville. Le saumon venu de Bénin. C'est un poisson qui est prestigieux, le saumon. Donc, Madrid, évidemment, ça posait des problèmes de transport. Conserver ces poissons, il y avait au minimum 5 jours pour aller à Pampelune à manger, ils allaient aller à Pampelune. La conservation, c'était dans les barils, on salait les poissons. Le saumon féminin ne se faisait pas beaucoup. Avant ça, on avait des glaciers. Alors, il y avait des glaciers, par exemple, du côté de Gavarnie, qui pouvaient, depuis le nord, couper des glaces dans le glacier pour ensuite permettre le transport pendant quelques jours. J'ai entendu raconter ça. Non, mais dans l'exemple de Navarrete, c'est la glacière est mentionnée à l'intérieur de la cité. Certains châteaux aussi, avaient leur glacier. En Auvergne, beaucoup de châteaux avec tour au nord,